permettez l'expression, au niveau du transport à l'intérieur. Donc, eux éprouvent ces difficultés-là depuis très longtemps. C'est une ville qui est pas de la taille de Montréal, mais qui pourrait se comparer. C'est une capitale, donc soumise à d'intenses pressions pour la circulation automobile. Ben, ils ont trouvé des solutions, puis aujourd'hui, ça marche. Ils ont réduit de 38% le volume de voitures qui roulent à l'intérieur des villes, et donc le problème semble s'être dissipé. Et tout ce qu'on parle comme pression sur l'économie, les camionnages qui sont en retard, puis ils ont trouvé des solutions. J'ai pris cet été, puis vous pouvez en faire l'expérience, un pont qui relie le Maryland à la Pennsylvanie. En fait, c'est le Delaware à la Pennsylvanie, juste à côté de Philadelphie, le pont Benjamin Franklin. Il coûte 5 $ à prendre, one way. Donc, si tous les ponts à Montréal coûtaient 5 $, disons, pour rentrer dans l'île, gratuit pour sortir, pour pas faire 2 files d'attente, ça changerait certaines habitudes très, très certainement. Ça dégagerait les voies. C'est sûr que ça mettrait une pression énorme sur le transport en commun. Puis là, je ne veux pas élaborer une théorie du transport. C'est pas ma spécialité. Il faudrait évidemment, si on appliquait une telle mesure sur les ponts autour de Montréal, avoir un ensemble de mesures qui soient cohérentes et logiques pour favoriser la fluidité des transports. Mais ça ferait en sorte qu'on aurait beaucoup moins de voitures avec une seule personne à l'intérieur. La sobriété énergétique dont vous parlez implique quand même un changement de qualité de vie. Oui, pas nécessairement au détriment de la qualité de vie qu'on a. Par exemple, des gens vont dire, ouais, j'irai pas au dépanneur qui est situé à 500 mètres de chez nous parce que j'ai pas le temps, je suis trop occupé. Mais à la rigueur, vous pouvez sortir avec votre téléphone cellulaire puis faire tous les appels dont vous avez besoin en descendant tranquillement pour aller faire vos courses et revenir à pied. Une fois qu'on a pris goût à la marche ou au vélo, puis je suis pas un inconditionnel du vélo pour le mois de janvier quand il fait moins 22, mais quand c'est possible de faire certains déplacements différemment. Je pense qu'une fois que l'habitude est ancrée dans notre style de vie, ça fonctionne. Les gens disent souvent, par rapport, par exemple, à des villes comme Copenhague ou Amsterdam, on sait bien, eux autres, ils se prennent en vélo, il n'y a pas de neige. Non, mais il leur pleut plus sur la tête que nous. Donc, pensez-y 2 minutes, ils vont quand même au travail, ils vont quand même à l'université ou à l'école ou pour leurs autres déplacements, à la pluie avec un imperméable et ils n'ont pas l'impression d'être lésés dans leur qualité de vie et que celle-ci est moindre que celle d'un Nord-Américain. Êtes-vous optimiste par rapport aux changements qu'on va faire ou est-ce que vous pensez que ces changements-là vont arriver tellement brutalement qu'on va vivre des périodes extrêmement difficiles? Ben, je pense que la réponse aux 2 questions est oui. Je pense que ça sera pas facile, mais je veux dire, je suis optimiste. L'être humain, c'est un être d'adaptation. Là, je vais faire peut-être encore une fois des analogies qui sont un peu boiteuses, mais un peu comme un nid de fourmis dans lequel je versais de l'eau quand j'étais petit garçon. Là, ça les mettait en panique. C'était l'enfer. Le nid de fourmis se réorganisait, finissait par survivre à un cataclysme qui était épouvantable. Je dirais, l'humanité va survivre, peut-être pas dans l'intégralité de la manière dont elle fonctionne présentement. Il y a d'autres raisons qui vont peut-être faire en sorte que le modèle d'échange entre les peuples, d'échange entre les individus ou entre des sociétés d'individus vont changer. Mais il va y avoir un nouvel équilibre qui va s'établir et je pense que la Terre recèle les ressources requises pour faire en sorte que ça revienne. Vous savez, la Terre a subi plusieurs grandes extinctions, dont la dernière dont on parle beaucoup, spécialement à cause de l'engouement des enfants pour les dinosaures. Là, mais il y en a eu d'autres avant. Puis après le fait que, je pense qu'il y a 250 millions d'années, il faudrait que je vérifie, 90% de toutes les espèces sur Terre sont disparues. Ben, la vie a recommencé et ça c'est... et je suis assez optimiste de ce côté-là. Bon, sur cette définition d'optimiste, je vous remercie Daniel Rousse, professeur au département de génie mécanique à l'École de technologie supérieure, pour ce voyage, si on veut, sur la question énergétique. Merci beaucoup, Normand. Cette émission s'inscrit dans le cadre d'une série sur l'énergie et le défi que son approvisionnement pose dans un contexte de lutte au changement climatique et de demande en hausse constante. Ne manquez pas les autres épisodes qui seront diffusés au cours de la saison. Je remercie Daniel Fortin à la technique et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Cette émission est rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site web de La Grande Équation, lagrandeéquation.ca en un mot sans accent. L'émission est également disponible sur la page de l'Université de Montréal de iTunes U. À la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.